Il n'est pas à l'écran. Hein. La photo ne s'affiche pas à l'écran. Hein. Je peux? Bien. Chers amis, bonsoir à nouveau. OK. Les techniciens me rassurent que tout est rentré dans l'ordre. J'espère que nous allons enfin pouvoir passer une belle session d'échange ensemble pendant les minutes qui arrivent. Et je voudrais vous redire ma disponibilité et vous faire les excuses de toute l'équipe technique, les miennes également, parce que nous sommes tous concernés pour les désagréments que cette interruption a dû vous causer, les changements que ça implique aussi dans vos différents programmes. Mais j'espère que ce que nous allons partager tout à l'heure sera plus grand que ce que nous aurons perdu. Je suis à votre disposition. Alors, bonsoir, monsieur le porte-parole du gouvernement. Je suis Oscar Pété, médecin de formation. Alors, déjà, je salue la volonté politique du gouvernement, déjà courageuse, derrière ces mesures qui viennent quand même répondre à des besoins urgents de nos populations. Sur la pérennité de la gratuité des soins, c'est vrai que 1 milliard, c'est quand même... Mais nous nous demandons quelle est la stratégie de déploiement des fonds pour l'après-dotation initiale. C'est-à-dire, autrement, comment garantissons-nous une chaîne de réapprovisionnement ou d'approvisionnement en intrants sans rupture afin que le médecin ne soit contraint de redevenir le négociateur des paiements auprès des familles une fois que ces fonds seront épuisés? Je vous remercie, M. Becquet. Préoccupation totalement fondée et pertinente, mais je veux vous rassurer d'emblée que notre objectif aussi, c'est d'assurer la pérennité de ce programme afin qu'il profite aux Béninois d'aujourd'hui, de demain et de toujours, même lorsque nous ne serons plus là. Le médecin ne redeviendra pas l'intermédiaire, celui qui va négocier ou même être un agent de recouvrement. La structure qui va faire le recouvrement sera différente des organismes en place dans les hôpitaux parce que nous voulons que les centres de santé s'occupent de donner les soins. Et en ce qui concerne ce programme-là, quand il va s'agir de faire les efforts de recouvrement auprès de ceux qui n'auraient pas volontairement payé, nous avons réfléchi au mécanisme et le ministre de la Santé et ses collaborateurs y travaillent pour l'affiner totalement. Il y aura donc une structure qui va s'occuper à cela. Nous avons mesuré le risque aussi, sachant que nous sommes, je ne veux pas dire au Bénin, nous sommes sur la terre des humains et que sans doute partout au monde, les gens ont tendance à se comporter ainsi, sauf dans quelques rares pays où les gargotes, où ils vont se sustenter. Donc, c'est vraiment une question de sensibilisation pour que cela devienne un réflexe pour chacun de faire attention à ce qu'il consomme, à ce qu'il ne doit pas prendre et aussi de devenir un agent sensibilisateur de ceux qui n'auraient pas l'information. Et donc ça, c'est un chantier collectif que tous ensemble, nous qui en savons un peu plus, même si on n'est pas des professionnels de la santé, c'est un chantier collectif que nous devons prendre à bras le corps pour porter le message vers les autres. Déjà, je peux vous dire, le secteur de la santé, en dehors du secteur de l'éducation et des forces de défense et de sécurité, le secteur de la santé est celui qui a bénéficié du plus grand nombre d'agents recrutés par l'État au cours des 10 années qui se sont écoulées. Cela nous a permis de corriger tant soit peu les ratios, nombre d'agents professionnels disponibles sur population prise en charge. Ce n'est pas encore suffisant. Et c'est pour ça que les recrutements ne sont pas encore bouclés. Il y en aura certainement d'autres encore. Les affluences qu'il y aura dans les hôpitaux, en principe, il ne devrait pas y avoir plus d'affluence que ce que nous avons aujourd'hui. Classiquement, déjà dans nos hôpitaux, il y a des pôles urgence. Quand vous entrez au CNH, vous allez voir une enseigne sur laquelle c'est écrit urgence. On va là-bas. Dans tous les hôpitaux dignes du nom, vous avez ça. Maintenant, on parle d'urgence vitale. Personne n'ira faire un accident volontairement pour dire « je vais aller éprouver
le mécanisme de prise en charge systématique des urgences vitales. Je suis sûr que ce n'est pas votre idée. N'est-ce pas, cher ami? Personne ne souhaite ça. Donc, si ça arrive, justement, parce que c'est imprévu, il ne faut pas que cela vous expose alors qu'on pourrait vous sauver. Donc, en principe, il n'y aura pas plus d'affluence, sauf si des gens décident de sortir tous leurs parents malades qui seraient à la maison à leur charge et de dire « je l'envoie à l'hôpital en considérant que c'est une urgence vitale ». Si c'est une urgence vitale alors que le parent n'est pas mort depuis 1 an, 2 ans, 5 ans ou 10 ans qu'il est à la maison, le médecin va apprécier et vous dire « ah, cette personne a besoin de soins, c'est vrai, c'est une urgence, c'est vrai, mais ce n'est pas une urgence vitale ». Donc, on va vous référer vers le système classique des urgences pour que vous alliez vous faire prendre en charge là-bas. J'ai déjà traité cette question plusieurs fois avec certains de vos collègues qui m'écrivent directement. C'est l'État qui vous a recruté, qui a organisé votre formation. Et je crois savoir que la formation n'est même pas encore totalement achevée parce que est-ce qu'il n'y a pas une partie pratique que vous devez aller faire encore en Afrique du Sud? Donc, c'est le même État qui vous a recruté. Soyez attentifs. Vous avez été formé ou vous êtes en train d'être formé pour considérer la partie de la formation qui ne serait pas encore exécutée par tous. L'État ne vous abandonnera pas. On avait misé sur la fin des chantiers de ces lycées avant votre formation. C'était dans une logique de prévoyance qu'on a recruté et on a calculé le temps de la formation en nous disant si les programmes s'exécutent bien, les lycées sont prêts et vous finissez votre formation, vous êtes déployés. Mais aujourd'hui, c'est maintenant que la construction des lycées commence. Mais l'État sait là où il peut vous employer le cas échéant. Donc, soyez patients. Votre ministre porte le dossier. Moi, j'en ai parlé plusieurs fois avec elle. Je suis convaincu qu'elle en a déjà parlé avec les autres ministres, avec le président de la République. Et dès qu'une décision sera prise, vous en serez informés. Enfin, je peux vous entendre. Merci. Oui, merci, monsieur le porte-parole. C'est bon maintenant. Je voudrais vraiment vous remercier pour tout le travail que vous faites, pour tous ces éclaircissements que vous apportez, parce que ça éclaire beaucoup, ça nous aide, nous, à porter l'information et à vraiment aider la population à porter votre parole. Mais moi, j'ai une petite question, c'est de savoir, est-ce que les écoles privées ne vont pas perdre l'effectif? Parce que j'entends déjà des parents qui ont des enfants dans les écoles privées dire l'année prochaine, mon enfant ira faire une école publique. Or, vous savez très bien que le transfert d'une école privée pour l'école publique, c'est 1200. Je le dis comme ça. Donc, l'année prochaine, l'enfant n'aura plus à payer l'argent régulièrement. Donc, vous voyez quelle mesure le gouvernement prend par rapport à ce problème qui va dégrader drastiquement le nombre important d'élèves dans les écoles privées. Bon, déjà, nous ne souhaitons pas que les écoles privées perdent leur effectif. Mais nous savons très bien que lorsque l'école publique marche bien, les parents d'élèves n'ont pas grand intérêt à envoyer les enfants dans le privé. Parce que tous voudraient avoir dans leur poche le maximum de ressources pour les utiliser à des causes qui leur paraissent immédiatement plus intéressantes. D'ailleurs, ces dernières années, il a été observé que depuis que l'école publique marche bien, oui, les effectifs ont baissé dans des écoles privées. Peut-être que cette mesure va l'engendrer aussi, mais ce ne sera pas pour tout le temps. Les effectifs sont là. Il y aura toujours des gens pour rester dans le public, quelles que soient les conditions. Il y aura des gens pour rester dans le privé, quelles que soient les conditions que le gouvernement ou l'État offre dans le public. Et nous souhaitons que les promoteurs d'écoles privées n'aient pas à perdre plus que de raisonnable dans leur effectif. Mais ce qui doit nous réjouir, nous tous, c'est le fait que nos filles aient aujourd'hui les mêmes possibilités, les mêmes chances que nos garçons d'aller à l'école, au moins jusqu'en classe terminale. Parce que nous savons qu'il y en a beaucoup qui ont du potentiel. Et malheureusement,
les arbitrages arbitraires que nous faisons parfois, que certains de nos concitoyens font, privent ces filles de l'opportunité de poursuivre leurs études. Aujourd'hui, avec cette mesure-là, on peut être sûr que plus aucune fille ne verra son avenir sacrifié lorsqu'elle arrive en troisième et qu'elle passe en seconde, première ou terminale, juste parce que papa ou maman diront « on n'a pas assez d'argent pour te maintenir à l'école, on préfère miser sur ton frère pour que lui il y aille, et toi d'ailleurs tu as l'âge de te marier, on va t'envoyer ». On espère que vraiment nous allons finir. Si aujourd'hui vous regardez la pyramide, les chiffres au niveau de l'école, vous allez voir que de la sixième en troisième, les chiffres sont à peu près les mêmes entre garçons et filles, à peu près les mêmes. Regardez seulement les chiffres du BPC là. Vous allez voir, les filles sont 64 000 et quelques et les garçons, dans tout le Bénin, hein, les garçons 65 000 et quelques. Donc, 1000 seulement de différence. Mais à partir de la seconde, première, terminale, le nombre de filles décroît. Même lorsqu'elles seront aussi nombreuses que les garçons à avoir le BPC, dans plusieurs localités, elles vont décrocher. Parce que les parents diront « ah, je n'ai pas assez d'argent pour te maintenir ». Et même si ce qu'on paye dans le public n'est pas ce qu'on paye dans le privé. Donc il y a des parents qui raisonnaient comme ça. Maintenant, on leur permet d'être eux-mêmes tranquilles et de se dire « l'État m'apporte un coup de main qui permet que je garde ma fille à l'école ». Et avec toutes les améliorations que nous connaissons dans mes domaines depuis ces dernières années et qui vont se poursuivre, nous avons bon espoir que les parents comprendront que la mesure va effectivement profiter à nos enfants, filles et subséquemment à notre société, à notre pays qui a besoin de l'apport de tous ces enfants pour mieux se développer. Merci, monsieur le porte-parole. C'était ma question. Merci infiniment et merci pour tout le travail que vous faites. Merci bien. Merci bien. Michel Ola, quelle amélioration prévue dans le secteur des transports? Vous parlez de quelles mesures? À l'hôpital. Parfois, on a ils sortent aucun patient soit pris en charge. Ce sera plus possible. Les gens ne font ça route. Je suis pour amoindrir les risques un an. L'hôpital aujourd'hui, la mesure, c'est il s'est quand il ne paye rien, il y a sur les 77, mais à partir de septembre, il ne paiera rien pour ses filles qui vont à l'école. Donc, ça lui apporte de l'amélioration et il a du gain qui reste dans sa poche plutôt que d'aller dans les écoles qui accueillent ces enfants-filles. À part ça, je ne vois pas quelle amélioration vous souhaitez qu'on apporte à ce secteur en particulier, en dehors des belles routes qu'il y a de plus en plus et qui leur facilitent aussi la tâche, même si ça ne les amène pas toujours à réduire les frais de transport pour leurs clients. Parce que j'aime à les taquiner en leur disant que quand il n'y a pas de route bien faite, lorsque vous les arrêtez, ils vous disent « oh, c'est difficile d'aller là-bas, il y a beaucoup de sable et on ne s'en sort pas ». Et ils vous taxent en conséquence. Mais depuis que les routes sont faites, ils ne vous disent pas « les routes sont meilleures, on diminue les prix ». Non, au contraire. Bon, donc il faut qu'eux aussi ils voient comment ils vont améliorer ça pour nous. Oui. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir.
J'espère que vous allez bien. Bon, j'ai pris malheureusement le live en cours de route. Je ne sais pas si la question que je vais poser malheureusement a été posée, mais je vais essayer quand même. Alors, moi, j'ai été très content de lire les mesures sociales par notre nouveau président, son Excellence Romain Wadaye. Moi qui suis incarné un peu social-démocrate, c'est à mon grand bonheur. Ce que je veux savoir, c'est par rapport aux urgences vitales. Premièrement, c'est quand est-ce que c'est effectif et est-ce que quand on est pris en charge et qu'on est soigné après, on paye ou c'est gratuit? Ça, je veux savoir. Merci. Je vous comprends pas. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Oui, je demande par rapport à la prise en charge au niveau des urgences vitales. Oui. Quand vous venez dans un hôpital public, on a dit qu'on vous prend en charge immédiatement et sans condition. Est-ce qu'une fois que le soin est fait ou le traitement est fait, est-ce qu'après, vous payez? Il faut payer. On a des prises en charge systématiques pour vous sauver d'abord. Ce n'est pas parce que vous êtes accidenté ou vous arrivez en détresse respiratoire, ce n'est pas pour ça que vous n'avez pas les moyens de payer vos soins. Si vous allez dans une clinique, vous allez payer les soins pour être pris en charge. L'hôpital a besoin aussi, même si ce qu'on paye ne vaut pas, ne compense pas les soins que l'on reçoit, l'hôpital public a aussi besoin de ces ressources-là, en plus de ce que l'État lui donne pour pouvoir fonctionner et donner satisfaction aux patients qui arrivent. Donc, le principe, c'est que celui qui arrive à l'hôpital en situation d'urgence vitale, on sauve d'abord sa vie avant de lui demander qui tu es, est-ce que tu as les moyens de payer. On sauve d'abord la personne. Et on espère que des gens comme vous, comme moi, comme n'importe quel autre de nous, s'ils se retrouvent dans cette situation, quand ils vont finir, ils diront aux agents de santé, merci de m'avoir sauvé la vie. Je peux vous payer là. Je n'avais pas prévu que j'aurais cet accident, donc je n'ai pas de liquidité, mais peut-être à la fin du mois, quand j'aurai mon salaire, je vais venir vous payer. Ou bien je vais appeler un parent qui va vous payer et que je vais rembourser après. Sauf si vous êtes de la catégorie des pauvres extrêmes qui sont répertoriés et qui sont pris en charge à 100% par l'État dans le cadre de l'assurance pour le renforcement du capital humain. L'assurance maladie obligatoire marche déjà pour eux. Ou vous êtes pauvre extrême, pris en charge à 50% par l'État. Si à la fin des soins, on s'aperçoit, vous donnez votre nom, prénom, là où vous vivez, et on entre dans la base, on s'aperçoit que vous êtes un pauvre extrême, personne ne va vous emmerder pour dire de venir payer. On sait que vous, on va référer votre cas à l'État qui va payer les soins pour vous. Si vous êtes pauvre extrême, de la même façon, l'État supportera les 50% et on va vous demander de venir payer les 50%. Mais les autres, il faut bien qu'ils aient la bonne conscience pour payer les soins une fois qu'ils auront été rétablis. Merci, monsieur le ministre. Alors, ma deuxième question, et sera la dernière, c'est par rapport aux mesures dans le secteur de l'agriculture. Nous savons combien de fois ils sont en attente depuis un moment par rapport aux décisions dans leur secteur pour leur faciliter la tâche. Alors, je comprends l'idée qu'est de challenger les agriculteurs, c'est-à-dire de les pousser à travailler s'ils veulent vraiment avoir une récompense. Mais ça veut dire alors que s'ils n'arrivent pas à atteindre les quotas, c'est qu'ils n'auront pas les 10 francs par kilogramme. Donc, est-ce que vous mettez toute cette décision, cette mesure-là dans la classe de mesures sociales? Vu que c'est conditionné. Tout à fait, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les seuils qui sont indiqués ne sont pas des seuils infranchissables. Vous voyez, nous avons déjà, par exemple, en ce qui concerne le coton, nous avons déjà connu au Bénin des productions de plus de 700 000 tonnes en certaines campagnes agricoles. Plus de 700 000 tonnes. Aujourd'hui, nous disons, à partir de 700 000 tonnes, le surplus vous fera bénéficier de 10 francs par kilogramme supplémentaire. Donc oui, c'est du social parce que si on a fait 740, 780 000 tonnes avant, aujourd'hui, si on refait 740, 750 000 tonnes, 780, 800 000 tonnes, tout ce qui est au-dessus des 700 000 tonnes vous donne droit à 10 francs supplémentaires par kilogramme. En ce qui concerne les autres spéculations, le soja, le riz, l'anacade, notez que nous avons visé les quantités livrées aux usines de transformation. Toutes ces quantités-là
sont inférieures aux quantités produites chaque campagne agricole dans notre pays. L'ANACAD, nous avons dit, est 200 000 tonnes. Ça, c'est les capacités de transformation installées dans le pays, alors qu'aujourd'hui, en matière de cajou, je crois que nous sommes déjà autour des 400 000 tonnes, voire plus. Lorsque vous prenez le soja, nous avons indiqué 450 000 tonnes pour les capacités de transformation installées, alors que production de soja, nous sommes déjà au-delà de 600 000 tonnes. Et quand vous prenez le riz, nous avons mis 350 000 tonnes à livrer à nos rizeries, sachant que là aussi, nous sommes au-delà des 500 000 tonnes déjà de riz. Donc, la production nationale en elle-même dépasse largement ce qui doit être livré aux usines. Là, vous allez noter qu'il y a une certaine cohérence. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on produise davantage, mais aussi qu'on en transforme davantage. Et donc, donner aux usines, vendez aux usines ce qu'il leur faut pour transformer sur place, pour que des dizaines de milliers de nos enfants aient de l'emploi, comme aujourd'hui à Glodjigbe, plus de 30 000 jeunes. Si les usines qui sont à Glodjigbe n'ont pas de matières premières, elles vont fermer. Et si elles ferment, les plus de 30 000 jeunes qui y sont aujourd'hui vont retourner à la maison ou dans la rue. C'est pas ce que nous souhaitons. Donc, nous encourageons nos agriculteurs à livrer ces usines. Et nous disons, là par contre, une fois que vous avez livré les quantités de transformation installées, vous bénéficiez de la prime de 10 francs par kilogramme livré aux usines locales. Ça veut dire que si on a produit 400 000 tonnes d'anacade et que vous avez livré globalement les 200 000 tonnes aux usines, sur les 200 000 tonnes-là, vous avez vos 10 francs par kilogramme livrés. Si vous prenez le soja et qu'on a fait 700 000 tonnes de production nationale, si les usines ont eu les 450 000 tonnes de capacité de transformation installée, donc pour les 450 000 tonnes, vous faites fois 1000 pour voir le nombre de kilos, vous avez 10 francs par kilogramme livré aux usines. Là, ce n'est même pas conditionné à la production, c'est juste conditionné à ce que les usines aient de la matière pour tourner. Donc, si, pour être plus concret encore, si la noix de soja ou le kilogramme de soja est vendu 200 francs à l'usine, vous avez déjà vos 200 francs si vous avez livré 1 kilo. Si vous avez livré 1 tonne, vous avez vos 200 francs fois 1000. Maintenant, si les usines ont atteint leur niveau de transformation, vous avez, si vous seul vous avez livré 50 tonnes, donc sur les 50 tonnes, vous avez encore, en plus de ce qu'on vous a déjà payé, vous avez maintenant 10 francs par kilogramme, donc 10 francs fois 1000 fois 50. C'est ça qui vous revient en plus. Et donc, vous voyez très bien que c'est éminemment social comme mesure. On encourage la production, on encourage à ce que les usines aient de la matière pour fonctionner, que nos enfants y travaillent et on apporte des revenus supplémentaires à nos producteurs. Alors, monsieur le porte-parole, vous recevez? Je vous suis, monsieur Wensavi. Ok, merci beaucoup pour les éclairages que vous apportez à travers différentes préoccupations. Ma préoccupation concerne la gratuité. Par contre, je vous entends faiblement. Hein? Ma préoccupation concerne la gratuité de la scolarité qui se rallonge jusqu'en terminale. Étant donné que, de manière pratique, la salle qui contenait, par exemple, 20, 30 élèves aujourd'hui, si dès la rentrée 26-27, cette même salle va contenir 60, 70. Est-ce que le gouvernement a-t-il prévu des mesures pour augmenter les salles de classe dans les écoles publiques, par exemple? L'école qui avait peut-être, je donne l'exemple, une seule classe de 4e A, par exemple, avec cette mesure d'avoir 2, 3. Est-ce que le gouvernement a pris des mesures pour quand même permettre à ces écoles d'avoir plus de classes afin d'accueillir, pour que le nombre ne soit pas supérieur au nombre de classes existantes? Merci. Je vous remercie. La situation est si importante à nos yeux que nous avons considéré qu'il ne faille pas attendre encore quelques années pour avoir toutes les commodités avant de permettre que nos enfants-filles aient les mêmes droits que les garçons en matière d'éducation. Donc oui, nous anticipons bien que dans certaines localités, dans certaines classes, l'affluence sera telle que
les nombres vont augmenter, mais nous sommes également convaincus que ce ne serait pas la pléthore que certains craignent. Donc, pour un début, la mesure sera mise en œuvre. On va observer les implications. Là, il y a des difficultés particulières. Les chefs d'établissement vont les remonter. Quand c'est des besoins spécifiques en infrastructure, les bâtiments ou bien en mobilier, ce sera remonté également pour que les solutions d'appoint soient apportées suivant les cas qui vont être recensés. Mais c'est une situation structurelle que nous regardons globalement et l'État fera ce que le devoir lui recommande de faire pour accompagner les établissements, pour accompagner aussi le personnel enseignant. D'accord, merci, monsieur le porte-parole. Je crois que Abdoulaye, avec toutes les réponses que je donnais jusque-là, je crois que vous devriez avoir trouvé satisfaction à vos préoccupations. Et j'ai décliné pour dire comment c'est des ressources qui restent dans les poches de nos concitoyens lorsque l'État décide que les filles vont aller gratuitement à l'école jusqu'en terminale. Rien que pour les 57 communes qui sont aujourd'hui impactés par cette mesure parce que depuis 2-3 ans, il y a 20 communes qui bénéficiaient de la mesure de gratuité que nous avions mise en œuvre à titre expérimental, mais c'était les 20 communes les plus pauvres du Bénin. Aujourd'hui, concrètement, à partir de septembre, là, c'est 57 autres communes, les 57 autres communes qui bénéficient de la mesure de gratuité. Mais rien que pour ces 57 écoles et ces 57 communes, je peux vous dire que c'est à peu près 80 000 filles qui sont concernées et c'est plus de 5 milliards de francs CFA qui auraient dû entrer dans les caisses de ces écoles, donc dans les caisses de l'État. C'est plus de 5 milliards que le gouvernement décide de laisser dans les poches de nos concitoyens pour qu'ils s'en servent autrement. Donc vous voyez bien que cela apporte un plus à leur pouvoir d'achat. Et affaire d'insertion, après ça dépend de la formation que vous avez faite, de comment vous l'avez faite, et avec tout ce qui se met en place maintenant, avec les changements de paradigme que nous portons pour que l'enseignement technique et professionnel devienne le principal, moi je vous donne rendez-vous dans quelques années. Peut-être que nous on ne sera plus là pour en parler vraiment, mais dans quelques années, je suis convaincu que si vous êtes là, vous direz, depuis le président Talon en passant par le président Wadahi, ils ont été visionnaires de penser les choses ainsi et de mettre en place le dispositif pour permettre à notre pays, à nos enfants, d'être où nous sommes aujourd'hui. Oui, bonsoir, monsieur le porte-parole du gouvernement. Ma préoccupation sur les actuellement, si je me trompe, la meilleure solution face à l'incident général, le taux de règne. Je voudrais savoir, est-ce qu'actuellement au Bénin, un dispositif où si quelqu'un décide de prendre de son pays, il y a l'autorisation pour le faire. Maintenant, est-ce qu'au Bénin, on peut procéder à une opération de changement de rein? C'est-à-dire au niveau du chic. Maintenant, si quelqu'un, un peu qui est souffrant, qui souffre de l'hôpital, on ne veut plus s'engager à faire des diagnostics, si beaucoup de personnes, est-ce que l'État peut maintenant faire des opérations? J'ai du mal à vous suivre parce que ça saute, mais sur la première partie de votre préoccupation, je peux vous dire que dans quelques temps, au Chic, ce sera possible de faire la transplantation de reins. Les dispositions sont prises, les travaux sont en cours et le ministre de la Santé me rassurait encore la dernière fois qu'à terme, nous aurons au Chic la possibilité de faire la transplantation de reins. Et je crois que cela arrivera même assez vite. Mais je n'ai pas bien suivi la deuxième partie de votre intervention. La deuxième partie, c'est que quand ça sera possible, est-ce que l'État peut maintenant avoir les moyens de prendre la opération? Bon, ce n'est pas une problématique immédiate. Une fois que les conditions seront remplies, comme on a décidé aujourd'hui d'intervenir ici, on verra bien si demain,
il y aura moyen de faire quelque chose aussi pour encourager les gens à le faire afin qu'ils souffrent moins. Parce qu'on sait que celui qui bénéficie d'une transplantation, les spécialistes disent qu'avec un seul rein, on tient bien. Donc, s'il y a des gens qui sont volontaires pour le faire, s'il y a un accompagnement que l'État peut faire, peut-être pour réduire les frais aux familles qui le feraient, pourquoi pas? Si c'est de nature à encourager les gens afin qu'on ait moins de concitoyens qui souffrent des affres de l'insuffisance rénale. Okay. Merci bien à vous. Merci. Nous avons repris notre session et cette fois-ci, la technique a été mieux de notre côté et nous avons eu un peu plus d'une heure d'échange. Pour moi, ça a été un plaisir d'avoir été en votre compagnie, de noter vos préoccupations pertinentes et ce qui témoigne aussi de votre souci de voir notre pays progresser encore. Donc, c'était là la session inaugurale de ces échanges sous le magistère du président Romuald Wardani. Nous en aurons certainement d'autres encore, avec le même désir de vous être utile, d'apporter les clarifications nécessaires pour que vous compreniez au mieux l'action du gouvernement. Et je voudrais vous remercier de votre disponibilité.
IBIS TV, créé pour inspirer.